Kevin Baudin, bonjour. Comment vas-tu? Et bonjour, comment vas-tu? Ça va, merci beaucoup. Et déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Ouais, avec grand plaisir. Pour la petite histoire, je le rappelle, on ne se connaissait pas. Et un jour, je suis allé sur YouTube il y a quelques semaines et je suis tombé sur l'une de tes vidéos en page d'accueil de YouTube. Donc, j'ai été curieux. Je Ouais, suis allé voir la vidéo, je suis allé voir ta chaîne YouTube. Après, je suis allé voir ton Instagram. Ça m'a plu. Et de là, je t'ai contacté. Après, on a échangé par téléphone et franchement, ce que tu fais, c'est bien. ok, bah écoute, je te remercie. Ouais, D'ailleurs, c'était quelle vidéo? Je sais que Je m'en tu souviens m'avais plus. dit. Ouais, Je m'en souviens plus. Mais je re-regarderai pour me remémorer ouais, tout ça. ok, Dans tous les cas, pour commencer, je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter et de ouais, détailler ton parcours. Donc, parler de ton parcours, de tes expériences, si possible, de ton parcours martial et sportif ouais, et de tes expériences professionnelles. ok. Donc, Kevin Bodin, à l'heure actuelle, j'aide les sportifs et plus particulièrement les pratiquants de sports de combat, donc combattants, donc compétiteurs, à mieux performer grâce aux techniques de respiration et préparation mentale. Donc, pour parler un petit peu de mon parcours, donc vraiment le parcours pour le coup sportif. Donc, j'ai fait de la boxe thaï. Donc, boxe thaï, j'étais compétiteur jusqu'en classe B, donc semi-pro. Donc, à l'époque, hein, il y a de ça plus de 10 ans. Également, donc, fac de sport, j'étais jusqu'à la licence entraînement sportif. De là, j'ai pas mal bougé. Je suis parti notamment vivre en Thaïlande. Alors, je ne suis pas parti vivre dans un camp en Thaïlande, hein. Je suis parti vivre en Thaïlande du côté de Ubon Ratchathani, donc vraiment tout à l'est de la Thaïlande, voilà, en pleine campagne. J'ai continué la pratique de la boxe thaï à temps partiel, plutôt en loisir pour le coup. Et après, j'ai toujours été dans le domaine de l'entraînement. Je me suis beaucoup penché sur l'exploration du potentiel humain. J'en suis venu à découvrir la méthode Wim Hof, donc tout ce qui va être bain glacé, tout ce qui va être technique de respiration, travail sur le mindset. De là, je me suis spécialisé sur tout ce qui va être respiration. Donc, je me suis également formé à la méthode Oxygen Advantage, qui est vraiment sur la performance sportive grâce aux techniques de respiration. Et puis, de fil en aiguille, je me suis également beaucoup intéressé à la préparation mentale et je me suis formé en dépolarisation auprès de l'Académie de la haute performance, voilà, qui aide des sportifs de l'amateur jusqu'aux professionnels. Donc, on a même des athlètes olympiques, voilà, et on les aide tout simplement à les switcher là-haut pour pouvoir beaucoup mieux performer. Et puis à côté de ça, donc j'aime beaucoup me challenger. Donc voilà, participation au championnat de France et de championnat du monde de high swimming. Donc le but était de nager entre 50 mètres à 250 mètres en nage libre dans une eau à peu près à 4 degrés. Et là, le dernier challenge en date que je me suis fixé avec un pote, d'ailleurs qu'on va faire là, le 4 février 2023. Donc le but est de faire 40 mètres en apnée sous glace, donc la longueur 40 mètres sous la glace et bien évidemment sans combinaison. Donc voilà un petit peu pour le parcours sportif. D'accord. Et est-ce que tu t'occupes aussi d'athlètes de triathlon et autres? Oui, j'ai eu l'occasion également de m'occuper donc, des personnes qui sont dans le triathlon, dans le trail. Également, j'ai eu des personnes dans le ping-pong. Et puis du fait que également je coach pour l'Académie de la haute performance, j'ai eu l'occasion d'avoir des footballeurs, des basketteurs, des golfeurs. Donc voilà, même moi, si je me suis quand même beaucoup plus spécialisé sur les combattants parce que c'est une discipline que je connais et que j'affectionne particulièrement. Après, sportif de manière générale également, bien évidemment, je coach avec grand plaisir. D'accord. Et donc, tu as créé le projet Octopus. Est-ce que Ouais, tu peux tout à nous fait. expliquer en détail ce que c'est? Alors, Alors, qu'est-ce que c'est? Pardon, je me permets. ouais, Qu'est-ce que c'est? À vas-y. qui est-ce que ça s'adresse? Où est-ce que tu formes les gens? Comment est-ce que tu les formes? Voilà. Ouais. Dis-nous tout Alors, ça. par rapport au projet Octopus, à la base, c'était d'abord pour monsieur et madame tout le monde. C'était plutôt un mixte de, par exemple, de techniques de respiration, de méditation,
de travail sur le corps, d'alimentation pour simplement être mieux en santé. Et j'ai pas mal dérivé. Et donc là, je m'adresse, comme je te disais, principalement aux sportifs, donc combattants. Et donc, voilà d'où est né si tu veux, le projet Octopus, qui maintenant, bon, j'ai gardé le nom de domaine parce que mon site était créé, mais si j'avais à le changer, je pense que je le changerais quand même. D'accord. Après, donc tu fais du coaching mental et du coaching respiratoire. Donc, Ouais, c'est quoi exactement? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de coachs ou de ouais, sportifs, d'anciens sportifs, se tourner vers le coaching mental. C'est vrai que ouais, coaching respiratoire, c'est très rare. Donc, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Bah, si tu veux, le coaching respiratoire, pour moi, c'est la troisième voie de la performance, dans le sens où ça commence progressivement à se mettre en place, notamment à haut niveau. Tu peux voir plusieurs sportifs utiliser la préparation respiratoire, notamment dans le MMA, où on va avoir des personnes qui vont faire des tests Bolt, donc tolérance au CO2. On va avoir certains sportifs de haut niveau qui vont commencer à utiliser ce qu'on appelle des sport masks, donc les masques que tu mets donc, sur le visage qui vont, si tu veux, augmenter ta tolérance au CO2. Donc, tolérance au CO2, c'est ta capacité à retenir ton souffle plus longtemps quand tu veux respirer, donc quand tu commences à rentrer en essoufflement, c'est pas parce que tu as une dette en oxygène, c'est simplement parce que ton CO2, la concentration en CO2 commence à augmenter, va aller activer des petits capteurs que tu as au niveau de la gorge et va te donner envie de respirer. Donc si tu augmentes ta tolérance au CO2, tu repousses également ton essoufflement. Donc, ce qui est intéressant avec le travail respiratoire, c'est que la plupart des athlètes, et on retrouve même sur des athlètes de haut niveau qui n'ont jamais travaillé ce pan-là de leur préparation, eh bien, on peut avoir des améliorations qui sont quand même assez dingues, dans le sens où on part finalement d'un terrain qui est vierge. D'accord. Et pour tout ce qui est coaching mental, quelle est ton approche? Est-ce que tu fais comme les autres coachs ou est-ce que tu as une approche particulière? Alors, bah, je ne sais pas trop ce que font les autres coachs. Si je pouvais comparer avec la préparation mentale classique, alors j'entends par classique ce qu'on apprend parfois dans des formations de préparation mentale classique, ce qu'on apprend également en fac de sport. Moi, j'ai l'approche vraiment dépolarisation qu'on enseigne avec l'Académie de haute performance. On va directement travailler sur l'identité de la personne. La différence de ça, c'est qu'à partir du moment, je te donne un exemple très simple qui était mon cas. Avant de monter sur le ring, j'étais hyper stressé. Je pouvais faire autant de techniques de respiration, de techniques de visualisation que je voulais. Soit ça marchait le temps de le faire, mais dès que j'arrêtais, le stress reprenait le pas, ou alors j'arrivais même pas à me concentrer. Simplement parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus inconscient. Une peur, ça peut être la peur de tomber KO, la peur de perdre, la peur de ceci, la peur de cela. Et tant que tu l'as pas résolu au niveau de l'inconscient, tu pourras essayer de travailler au niveau du comportement, au niveau des capacités, au niveau de tes croyances, avec la PNL notamment. Eh bien, ça sera toujours en toile de fond. Et dès que tu auras un stress trop important, une échéance trop importante, eh bien, ça va revenir sur le devant de la scène et tu pourras pas le gérer avec des exercices de préparation mentale simples. Néanmoins, les exercices de préparation mentale simples sont utiles à partir du moment où tu as travaillé finalement en amont l'identité de ton athlète. Donc voilà D'accord. la différence que je peux donner entre la préparation mentale dite classique, entre guillemets, et le travail de dépolarisation. D'accord. Pour toute demande d'information, de coaching ou de stage, comment te contacter? Bah, le plus simple, c'est directement sur mon site. Donc il y a soit possibilité de me contacter par email, de m'envoyer un message, notamment il y a un onglet qui est conçu pour, voilà, de rentrer en contact avec moi. Généralement, on s'appelle pendant 30, 40 minutes. Le but, c'est vraiment de faire le point, de savoir également si je peux accompagner le sportif ou l'athlète, et puis de vraiment comprendre sa problématique pour pouvoir lui apporter la meilleure solution possible. Donc directement sur mon site, la partie contact, et de m'envoyer un message, et je réponds généralement dans les 24-48 heures grand maximum. D'accord. Après, est-ce que tu vends des formations en ligne ou tu fais que des coachings? Non, je fais également de la vente de formation. Plutôt, bah, ça va dépendre du budget, ça va dépendre également de ce que la personne souhaite. Donc, soit on part sur un coaching et là, c'est vraiment on vise le côté transformation, soit la personne peut vouloir finalement résoudre un problème particulier. Et à ce moment, il y a des formations qui sont à un coût bien évidemment beaucoup moins cher, mais ça permet comme ça d'adapter à toutes les bourses si on veut.
D'accord. Et tes coachings, c'est que en présentiel ou ça peut être à distance en visio aussi? Non, alors ça va dépendre. Dans 90% des cas, on va être en Zoom, parce qu'il n'y a pas besoin d'être en présentiel pour faire tout le côté des polarisations. Après, si on rentre sur des événements, si on rentre également sur de l'accompagnement, donc d'immersion en eau froide, donc là, bien évidemment, on aura du présentiel. D'accord, très bien. Ensuite, est-ce que tu peux nous parler de tes objectifs pour le futur? Alors, mes objectifs pour le futur, de mon côté, c'est véritablement de me former, bien évidemment, sur les techniques de préparation mentale, les techniques respiratoires. Après, on est en train de mettre en place avec un ami un projet autour de la glace. Donc, comme j'en parlais en début de vidéo, on a ce projet de faire 40 mètres en apnée sous glace là d'ici une semaine. Et le but va être de monter crescendo comme ça sur cette challenge. Donc j'en ai quelques-uns en tête, je ne les partagerai pas encore parce qu'ils sont pas encore finalisés, mais je pense que tous les 6 mois, voire tous les ans, il y aura un projet autour du mindset et autour bien évidemment du froid. D'accord. Après, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce que tu peux aider les gens? Alors, oui, c'est vrai que là, on a quand même beaucoup parlé des outils. Donc maintenant, ça va être intéressant de savoir en quoi on peut finalement aider un athlète, aider un combattant. Donc, pour tout ce qui va être technique respiratoire, on va pouvoir axer sur 3 points. Le premier point, on va faire en sorte que le combattant, il recule son seuil de fatigue. Le deuxième point, on va permettre également au combattant de réduire son temps de récupération, que ce soit entre les roules, que ce soit également entre les entraînements. Et la troisième capacité, ça va être tout simplement d'arriver à garder ton focus et ta clarté durant les moments où tu es vraiment dans le rouge, où tu es vraiment dans le dur. Donc, c'est ce qui se passe généralement, c'est les retours que j'ai à chaque fois en coaching, c'est vraiment ces trois dimensions. Pourquoi est-ce qu'on obtient ce genre de résultat? Comme je disais, quand tu commences à faire un travail respiratoire, on part généralement sur d'un terrain vierge. Il faut savoir qu'on va avoir plusieurs parties au niveau de notre corps qui sont sous-entraînées. Et donc, la première des choses, on va avoir donc cette tolérance au CO2. Et d'ailleurs, les personnes qui regardent cette vidéo peuvent faire ce test tout simple. On va prendre une inspiration et une expiration par le nez. Je bloque au niveau de l'expiration sans forcément forcer l'expiration. Donc, j'inspire, je laisse expirer normalement et je bloque. Et donc là, on va compter. On va donc lancer le chronomètre. Donc, le but, c'est d'arrêter l'exercice à partir du moment où on va voir ces premiers signes. Ça va être peut-être une tension au niveau de la gorge, une légère tension au niveau du diaphragme, peut-être l'envie de déglutir ou l'envie de saliver. Donc, le but, c'est de mettre le stop au niveau du chronomètre et de reprendre sa respiration. Donc, on ne doit pas tomber sur une respiration où, par exemple, voilà, j'étais essoufflé. Non, le but, c'est de reprendre sa respiration et on est normal. Donc, c'est de ne pas aller jusqu'au moment où on va décrocher, mais vraiment à la sensation. J'inspire, j'expire et je bloque. Et à un moment, je suis sorti le tout petit toc. Ok, je reprends. J'ai pas forcément envie de respirer, mais il y a le petit toc qui est venu au niveau du diaphragme, qui est peut-être venu au niveau de la gorge, ou peut-être l'envie de déglutir. Et donc là, on marque son temps. Donc, à savoir que si vous êtes en dessous de 25 secondes, eh bien, vous êtes entre guillemets en dessous de la moyenne. Donc, le point bénéfique de ça, c'est que vous ne pouvez que vous améliorer. La deuxième chose que vous pouvez faire, parce que celui-ci, il est vraiment à la sensation, c'est que vous allez inspirer et vous allez expirer, expirer, expirer en gardant un flux constant. Et vous allez le faire le plus longtemps possible. À partir du moment où vous allez commencer à avoir une respiration qui commence à être saccadée, on stoppe. À partir du moment où et on ne va pas jusqu'à l'apnée. C'est-à-dire qu'on peut faire et en apnée, on peut rester encore plus longtemps. Non, on s'arrête à partir du moment où on a fini d'expirer. Ou à partir du moment où on commence à avoir une expiration qui est saccadée. Et donc là, pareil, on note le temps. Et donc, le but, ça va être d'être pareil au-dessus de 30. Si vous êtes en dessous de 30, pareil, eh bien, vous avez une grande marge d'amélioration. Donc ça, c'est vraiment pour la tolérance au CO2. Rien que ces deux exercices, vous les testez, si jamais vous êtes en dessous, eh bien, vous pouvez franchement gagner énormément en termes de performance sportive.
Également, la deuxième des choses, et ça, bah, c'est beaucoup moins évident à connaître là où on en est, ça va être au niveau du diaphragme. On va entraîner, quand on fait des arts martiaux, on va entraîner donc ses muscles, hein. Néanmoins, le diaphragme, on ne va pas l'entraîner spécifiquement. Ce qui peut se passer, et c'est peut-être quelque chose que les personnes qui nous regardent ont déjà ressenti, c'est d'avoir peut-être les jambes lourdes, d'avoir les bras lourds, d'avoir le corps lourd. La raison à ça, elle est plutôt simple. Donc là, bien évidemment, je vais caricaturer. C'est donc imaginez, vous avez votre corps, vous avez donc les muscles de vos jambes, les muscles de vos bras, vous avez votre diaphragme. Ce qui va se passer, c'est que à un moment, eh bien, vous allez avoir une dette en termes d'oxygène. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que votre diaphragme, vu qu'il est sous-entraîné, il va être peu économe. Et à un moment, eh bien, il va demander beaucoup plus d'oxygène. Donc, sachant que la dose d'oxygène est la même quand vous faites une inspiration, donc bien évidemment, je caricature, ce qui va se passer, c'est que votre corps, il va se dire, OK, entre mes jambes et les bras, et ainsi que le diaphragme, mais qu'est-ce qui est le plus vital pour moi? Ben écoute, si on marche pas ou si on réduit la cadence en termes de coups de pied ou de coups de poing, c'est pas très grave. Tant que le diaphragme marche, parce qu'on est sur une fonction vitale. Et là, je caricature. Donc, en gros, votre corps, eh bien, il va ponctionner l'oxygène qui était normalement dédié à vos muscles, donc des membres, et donc membres inférieurs et membres supérieurs, et va aller le rediriger au niveau du diaphragme pour que le diaphragme puisse fonctionner. Et c'est là que vous avez l'impression de vous dire, putain, j'ai les bras qui sont lourds, j'ai les jambes qui sont lourdes. Donc ça, c'est une des raisons. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais c'est une des raisons principales. Donc, à partir du moment où vous faites ça, à partir du moment où vous améliorez votre tolérance au CO2, à partir du moment où vous améliorez et vous rendrez votre diaphragme beaucoup plus économe, eh bien, vous allez gagner instantanément en termes de récupération. Vous allez pouvoir repousser votre seuil de fatigue et vous allez beaucoup mieux gérer les moments dans le dur et vous allez bien évidemment gagner en clarté mentale. Et ça, bah, ça fait vraiment toute la différence quand on est, par exemple, au 3, 4, voire cinquième round, où bah, finalement on commence à être fatigué. Et le fait d'avoir un moment d'inattention, c'est là où on peut prendre un KO, par exemple, ou un coup assez dur. D'accord, merci beaucoup. Après les exercices, les deux premiers exercices pour la tolérance au CO2 que tu as montré, il faut les faire à Ouais. quelle fréquence? Alors là, c'est simplement pour se donner un repère. Donc là, tu peux le faire là maintenant tout de suite. À savoir que, bien évidemment, il y a beaucoup de facteurs externes qui vont jouer sur la tolérance au CO2. Donc si on a fait un gros repas, forcément la tolérance au CO2 va être complètement faussée. Si on est très fatigué, si on a bu de l'alcool, si on était stressé, forcément ça va jouer dessus. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez la semaine. Vous le faites, par exemple, le matin au réveil, et vous le ferez tout le temps le matin au réveil. Vous le faites le lundi, le mercredi, le vendredi. Et vous faites la moyenne des trois, ça vous donne généralement une bonne indication. D'accord. Et ça, bon, ça, tu penses que ça peut aider que des sportifs ou même des gens lambda qui font pas forcément de sport? Ah non, ça va aider tout type de personnes. Les exercices respiratoires, déjà dans un premier temps, ça va être pour le bien-être. Donc même quand j'ai un sportif, le but, c'est de l'amener au moins à 25 sur un test Bolt. Et après, c'est plus on va aller dans l'augmentation du test Bolt et forcément plus on va gagner en performance. Mais avant de gagner en performance, il faut quand même gagner en bien-être parce qu'avant d'être un sportif, avant d'être un combattant, on est avant tout un être humain. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Après, si tu voulais, juste par rapport à, c'était sur le côté respiratoire, sur le côté préparation mentale, finalement, les bénéfices que les personnes vont pouvoir avoir, ça va être bah, finalement de pouvoir boxer, de pouvoir combattre de manière complètement libérée, de pas avoir de blocage. Donc, ça peut être par exemple d'arriver avec la boule au ventre sur le ring, sur le tatami, peu importe, ou dans la cage. Ça va être également d'arriver à gérer bah, tout type de peur, la peur de perdre, la peur de décevoir. Ça peut être également pour les personnes qui bah, inconsciemment se donnent pas à fond durant une compétition parce qu'ils n'ont pas envie d'être perçus comme arrogants. Généralement, bah, moi je suis humble et inconsciemment parce que je suis humble, eh bien je vais laisser la place numéro un à quelqu'un d'autre. Donc ça va être ce genre de choses sur lesquelles on va travailler. D'accord, très bien. Et ensuite, est-ce que tu peux nous donner le nom exact de ton site internet? De toute façon, je mettrai le lien de ton site internet et de tes réseaux sociaux dans la description pour ceux que ça Ouais, intéresse. alors Mais normalement c'est projetoctopus.fr. d'accord, Donc voilà, il y très aura bien. toutes les indications.
D'accord, merci beaucoup. Et après, j'avais une dernière question à te poser, si tu as Ouais, envie d'y répondre. Donc, toi, tu es issu des sports de combat, mais tu ouais. penses quoi de la self-défense? C'est quoi ta vision des choses sur la self-défense? Alors, je veux bien te répondre, néanmoins, ça va être compliqué parce que j'ai pas d'expérience en termes de self-défense. J'ai dû faire 2 cours de Krav Maga dans ma vie. Et je peux pas comparer des choses que bah, je ne connais pas. Euh, Après, en termes de self-défense, également, j'ai dû me faire agresser 2 fois dans toute ma vie en extérieur. Et c'est quand je pratiquais pas encore les arts martiaux. Je me suis pas fait agresser quand je pratiquais les arts martiaux. Donc là, ça va être difficile pour moi de te répondre sur la différence entre self-défense et arts martiaux de manière générale ou sport de combat. D'accord, ça marche. Et après, j'avais une dernière question. Alors, elle est peut-être un peu compliquée, mais tu me diras. Comment est-ce que tu t'y prendrais pour coacher Ouais, un combattant qui a peur de perdre un combat? ok. Alors là, pour la peur, que ce soit la peur de perdre un combat ou peu importe la peur que la personne a, donc ça, c'est quelque chose que les personnes peuvent faire, hein. C'est plutôt simple sur le papier. Ça peut prendre quand même 1 à 2 heures, mais c'est un travail qui, à partir du moment où tu le fais, tu l'as fait une fois pour toute ta vie. Donc, imaginons qu'on ait une personne qui ait peur tu m'as dit peur de perdre. Donc là, ce que je vais demander déjà à la personne, c'est, OK, ta peur sur une échelle de 0 à 10, elle est de combien? Donc la personne peut me dire, bah là, si je perds, quand même, ça serait ouais, au moins 8 sur 10. OK. Donc, ce que je vais faire après, donc là, c'est, on va dire, la trame simplifiée. Ça permettra aux personnes de le faire plutôt en un quart d'heure plutôt que en 2 heures, et ça marche également très, très bien. Là, c'est simplement, il faut savoir qu'une peur, c'est de percevoir plus d'inconvénients que de bénéfices à une situation qui peut potentiellement arriver. Donc, je perçois plus d'inconvénients à perdre ma compétition que si je la gagnais. Donc là, c'est très simple. OK, donc tu as une peur de perdre ton combat. Donc, c'est à 8 sur 10, à 8 sur une échelle de 10. Donc là, tu prends un papier, un crayon, et tu vas me trouver déjà un bénéfice à ce que tu perdes ton combat. Donc c'est contre-intuitif, c'est parfaitement normal, c'est un rééquilibrage de perception. Donc va me chercher un bénéfice à ce que tu perdes ton combat. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Qu'est-ce que tu vas développer? Quel trait de caractère ça va te permettre de développer? En quoi ça va te rendre plus fort? De qui tu vas être soutenu? De qui tu vas te rapprocher? Qu'est-ce que cette expérience t'apprend? Quelle prise de conscience tu vas avoir? Donc, à partir du moment où tu as trouvé un bénéfice, bah, par exemple, si je perds ce combat, ça va me donner la niaque pour mon prochain combat. Ok, donc c'est quoi le bénéfice que ça te donne la niaque? Ah, bah, je sais que par exemple, je vais m'entraîner 2 fois plus à l'entraînement. Ok, il se passe quoi si tu t'entraînes 2 fois plus à l'entraînement? Ah, bien, je vais pouvoir peut-être axer sur le côté technique où je suis peut-être moins fort. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, on a fait une première ligne de bénéfices. Et on va en chercher comme ça une dizaine. Donc, ça peut prendre du temps, mais à partir du moment où tu as fait les 10, bah déjà au niveau de ton cerveau, ça va faire un petit switch. Ensuite, bien évidemment, on va aller faire le deuxième, donc la deuxième partie. Donc, imagine que tu gagnes cette compétition. Imagine que tu gagnes ton combat. C'est quoi les inconvénients pour toi à ce que tu gagnes ton combat? Et là également, c'est contre-intuitif et c'est parfaitement normal. Donc là, on va chercher un inconvénient. Donc finalement, qu'est-ce que tu ne vas pas apprendre? Ah, bah peut-être que finalement, si je gagne mon combat, je me connais généralement, bah, la semaine d'après, je fous rien. Donc je me repose sur mes lauriers. Ok, c'est quoi l'inconvénient que tu te reposes sur tes lauriers? Ah, bah je sais que je vais avoir une baisse de motivation et ça va être plus compliqué pour revenir à l'entraînement. Ok, et par rapport à ton adversaire, ah bah lui, je pense que dès demain, dès le combat, dès la fin du combat, il va se rentraîner. Donc, il y a potentiellement, il va avoir plus d'entraînement que moi et il y a peut-être des chances que niveau mental, il soit plus fort que moi la prochaine fois. Et ainsi de suite. Et on en voit comme ça 10 inconvénients. Et à la fin d'aller-retour bénéfice-inconvénient, on renote sa peur. OK, sur une échelle de 0 à 10, elle en est où ta peur maintenant? Et le but, c'est d'aller la faire tomber à 0. Et D'accord. là, généralement, on arrive sur la compétition. Au niveau inconscient, on sait qu'on a autant de bénéfices que d'inconvénients si on perd ou si on gagne. Et généralement, ben, on y va sans, voilà, sans pression. Et là, on D'accord. peut après mettre en place des exercices de préparation mentale plus classiques où on va faire des exercices de visualisation, de méditation, de respiration, pourquoi pas. D'accord, très bien. Ben, en tout cas, c'est très intéressant et merci beaucoup à toi, Kevin.
Eh ben, écoute, je te remercie en tout cas pour l'invitation. Et puis, Avec si les personnes plaisir. ont des questions, ils peuvent les mettre dans les commentaires et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Ça marche. Merci beaucoup et à bientôt, Kevin. À bientôt.